vas nous mettre des éclairages dont nous avons bien besoin en tant que médiateur. Le thème de notre matinale d'aujourd'hui, c'est quelles obligations pour le médiateur à l'égard de l'AI Act. Alors, on a tous entendu parler de ça. On se retrouve médiateur un peu seul devant son ordinateur avec des tas de données, avec des vidéos à organiser et on a besoin d'avoir une boîte à outils pour savoir comment ça marche. J'entends toujours des bruits de fond. Est-ce que tout le monde peut fermer son micro, s'il vous plaît? Et Floréal, vous pouvez couper, vous, tous les micros, hein. Oui, Oui, je s'il m'en vous occupe, je suis en train plaît. de le faire. Merci. Et donc, je présente Alexandra, qui est avocat, qui est en charge de la responsabilité du pôle data, RGPD, IA au sein du cabinet ITANU, qui est un des grands spécialistes des nouvelles technologies. Elle cumule beaucoup de qualités parce qu'elle est à la fois enseignante à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Elle forme du personnel de grandes institutions, dont le ministère des Armées. Donc, bravo Alexandra. Elle a contribué à l'élaboration d'un ouvrage collectif sur le règlement européen de l'IA et au-delà. Elle est consultée par le Conseil supérieur du numérique qui réfléchit sur les enjeux du numérique dans le domaine de la tech. Et puis, évidemment, elle conseille et elle défend des acteurs publics et privés dans le secteur du cloud, de l'IA. Elle a donc toutes les qualités. On a l'impression effectivement que Corneille disait déjà que la valeur n'attend pas le nombre des années. Eh bien, Alexandra, nous attendons ce que tu as à nous dire. Nous sommes très stressés en tant que médiateurs. Je rebondis sur ce qu'a dit notre président parce qu'on est un peu désemparés sur qu'est-ce qu'on doit faire, sauf si on fait partie de l'IEM quand même, parce que à l'IEM, on s'est réunis pour créer un comité de la transformation numérique de l'IEM. Ce comité se réunit très périodiquement désormais et a établi une charte de l'utilisation d'intelligence artificielle et des outils numériques qui sont les règles du jeu pour tous les médiateurs membres de l'IEM afin qu'ils respectent ce que tu vas nous expliciter. Donc Alexandra, nous sommes tout oui. À toi de nous dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Merci. Merci beaucoup Catherine et bonjour à tous. Alors pour commencer, je vous propose déjà de vous présenter le plan de cette matinale. Est-ce que c'est possible de le partager pour vous donner un peu une idée de ce dont on va parler ce matin? Alors on va évidemment parler en première partie de l'AI Act, qui est donc le règlement européen qui est entré en vigueur en août 2024. Et je vais vous présenter un peu son champ d'application, ses grands principes, etc. Donc ça va être la première partie. Alors je sais pas si c'est possible de partager le. Non, bon c'est pas grave. Alors je le ferai ça, il n'y a pas de souci. Dans un second temps, on parlera justement de cet AI Act et comment est-ce qu'on peut appliquer cet AI Act à la médiation. Donc on verra tout d'abord que la médiation c'est un processus qui est déjà soumis à des obligations légales et réglementaires autres que l'AI Act. Il y a aussi évidemment le RGPD, le règlement sur la protection des données, mais il y a aussi le code de procédure civile. On verra ensuite les étapes importantes pour se conformer à cet AI Act, par où est-ce qu'il faut passer, par quoi est-ce qu'il faut commencer, etc. Puis on finira sur cette partie par les obligations principales qui sont opposées à cet AI Act aux médiateurs, donc spécifiquement aux médiateurs. Nous verrons dans une troisième partie les cas concrets d'usage de l'IA dans la médiation, avec l'importance de la documentation, puisque je sais que l'IAM a notamment publié une charte IA il n'y a pas longtemps, donc on en parlera à ce moment-là. Et on évoquera également les lignes directrices de l'International Association Bar, qui a publié en juin 2025 des lignes sur l'usage de l'IA générative en médiation, donc spécifiquement pour la médiation. Puis nous finirons sur les réflexes à avoir quand on est médiateur et qu'on est face à des outils d'IA. Donc des réflexes qui sont en lien avec... est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si le bruit vous dérange. Je suis désolée parce qu'il y a des travaux. On verra les réflexes à avoir vis-à-vis des parties, donc des obligations de transparence et la recherche de consentement. On verra aussi les réflexes à avoir vis-à-vis de ces outils en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans ces outils d'IA pour être sûr d'être conforme à l'AI Act? Et enfin, on verra les réflexes à avoir quand on est en tant que médiateur nous-mêmes, le fait d'utiliser en pleine conscience ces outils de médiation et de minimiser les informations qu'on partage dans le cadre de ces outils, etc. Donc voilà un peu le plan d'aujourd'hui. Donc, pour commencer déjà par le règlement sur l'IA, donc le fameux AI Act,
C'est un règlement, comme je vous l'ai dit, qui est entré en vigueur le 1er août 2024, donc qui est d'application directe, à la différence d'une directive. Mais on sait, pour en avoir parlé avec des députés et des sénateurs, que ce texte va quand même faire l'objet d'une loi de transposition. Donc il y a aujourd'hui le règlement qui existe, qui est l'AIACT, mais on sait que dans le futur, une loi de transposition sera normalement, une loi française sera transposée et adaptera peut-être cet AIACT, on ne le sait pas encore. Ça, c'est la première chose à savoir. Le champ d'application de cet AI Act, il couvre tous les systèmes et les modèles d'IA qui sont mis sur le marché dans l'Union européenne, peu importe la nationalité de l'entreprise. Et ça, c'est important, il a un champ d'application très large. Ça veut dire que les éditeurs de ces systèmes d'IA, même s'ils sont étrangers, à partir du moment où ils proposent des services dans l'Union européenne, ils sont soumis à l'AI Act. Ça veut dire que très concrètement, un éditeur comme Google, voilà, comme Apple, qui édite des systèmes d'intelligence artificielle, sont soumis à cet AI Act aujourd'hui. Donc ça, c'est important de le savoir. La seconde chose qui est quand même importante de comprendre avec cet AI Act, c'était un règlement qui, initialement, a été rédigé à partir de 2020-2021 par le législateur et qui a connu beaucoup d'évolutions dans sa rédaction, notamment avec l'entrée fracassante en 2021 de ChatGPT, qui a vraiment révolutionné les usages et qui a vraiment popularisé l'utilisation des outils d'IA. Et donc, on en est arrivé à un règlement qui ne veut pas freiner l'innovation, ça c'est important de le dire, et qui a vraiment pour objectif aujourd'hui de protéger les droits fondamentaux des citoyens européens, la démocratie, et d'encadrer de manière éthique le développement et l'utilisation de cette IA. Donc c'est important de comprendre l'objectif de ce règlement pour comprendre les obligations qui en découlent. C'est vraiment un règlement qui a été fait, qui adopte une sorte de hiérarchie des risques qui vont être attachés à ces systèmes d'IA. Donc, il y a un classement qui est fait dans ce règlement. Ça ne va pas se faire en fonction de l'outil ou de la technologie. Cette hiérarchie de risques, elle va se faire en fonction de l'usage qui va être prévu par ces technologies. Donc, il y a une hiérarchie des risques. En haut de cette hiérarchie, il y a les risques qui sont jugés comme inacceptables par ces règlements IA. On parle de pratiques interdites en matière d'IA, c'est le chapitre 2 de ce règlement. Et donc, à l'article 5, le règlement sur l'intelligence artificielle liste les différentes pratiques qui sont considérées comme interdites au sein de l'Union européenne. Pour vous donner un exemple, toutes les pratiques qui vont, tous les systèmes d'IA qui vont utiliser la manipulation, l'exploitation de vulnérabilité, la notation sociale, la prédiction d'une infraction. Donc, il y a toute une liste qui est à l'article 5. Et donc, ces systèmes d'IA sont interdits. Donc, normalement, il y a interdiction de les commercialiser et interdiction de les utiliser. Ça, c'est la première catégorie de systèmes d'IA qui est classée dans le règlement. Il y a une seconde catégorie de systèmes d'IA qui est classée dans ce règlement. Ce sont ce qu'on appelle les systèmes d'IA à haut risque, qui sont prévus cette fois-ci au chapitre 3. Et pour ces systèmes d'IA, ce sont les systèmes qui sont considérés comme pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou à leurs droits fondamentaux. Ces systèmes d'IA à haut risque, ils sont prévus à l'annexe 1, notamment du règlement, et à l'annexe 3. Je vous donne des exemples très concrets. On va parler de systèmes d'IA à haut risque pour, par exemple, les systèmes utilisés dans le recrutement, pour des usages répressifs, mais aussi certains systèmes qui vont être utilisés pour influencer des décisions de justice. Donc, ces systèmes d'IA sont considérés comme à haut risque. Il y a notamment dans ce sens-là le considérant 61 du règlement qui dit que les systèmes d'IA destinés à être utilisés par des organismes de règlement extrajudiciaire des litiges devraient être considérés comme étant à haut risque lorsque les résultats des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges produisent des effets juridiques pour les parties. Donc, on est vraiment sur des systèmes d'IA qui influenceraient la décision de la personne qui rend une décision de justice. Et ces systèmes d'IA-là sont considérés comme à haut risque. Quand des systèmes d'IA sont considérés comme à haut risque, ils vont avoir des obligations renforcées dans le règlement, des obligations supérieures aux autres systèmes d'IA qui sont autorisés. Notamment, il va falloir mettre en place des systèmes de gestion des risques, une gouvernance des données, une analyse d'impact, de la documentation technique, une cybersécurité renforcée. Donc, il y a toute une liste d'obligations qui vont découler du fait que ces systèmes d'IA sont considérés comme à haut risque. Ensuite, il y a les systèmes. Donc, on a vu les systèmes d'IA qui sont considérés comme interdits. Il y a les systèmes d'IA qui sont considérés comme à haut risque.
Puis, il y a des systèmes d'IA qui sont considérés comme un risque limité. Et là, il n'y a pas de liste précise de ces systèmes d'IA-là. C'est par défaut les systèmes d'IA qui ne présentent pas de grands dangers pour les droits et libertés des personnes. Et pour ces systèmes d'IA, il y a quand même quelques obligations, mais qui sont allégées par rapport à ce qu'on peut avoir avec des systèmes d'IA à haut risque. Donc, on voit vraiment que ce règlement, il s'attache, encore une fois, non pas à l'outil, mais vraiment à l'usage que vous allez faire à ces outils, avec une gradation des risques et en fonction des risques, des obligations plus ou moins renforcées. Donc, en fonction de l'outil que vous allez utiliser, un outil, par exemple, de traduction pure ne sera pas considéré comme à haut risque, alors qu'un outil qui va vraiment être dans l'aide de la décision pourrait être considéré par le règlement IA Act comme un SIA à haut risque. Ça, c'est important de le savoir. L'autre chose que je voulais vous dire quand même et qui est importante de comprendre aujourd'hui, c'est qu'on est sur un règlement qui est entré en vigueur, mais qui n'est pas encore complètement entré en application. Il a une entrée en application qui est graduée. Donc, la première entrée en application, elle s'est faite le 2 février 2025 seulement pour les systèmes d'IA à risque inacceptable. Donc, pour les dispositions des systèmes d'IA à risque inacceptable, le règlement est entré en application. Il y a une seconde entrée en application en août 2025 pour ce qu'on appelle les systèmes d'IA à usage général. Donc, on parle notamment des systèmes d'IA à usage génératif, comme un ChatGPT ou un Claude, etc. Donc, pour cela, il y a aussi des dispositions qui sont entrées en application en 2025. Et pour le reste du règlement, donc tout le reste des dispositions, il est censé entrer en application graduellement entre 2026 et 2027, sachant que pour rajouter à la complexité de tout ce qui se passe en ce moment, il y a quand même un projet de règlement qui s'appelle Omnibus, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui propose de rallonger encore ces délais et de faire une entrée en application de ce règlement en 2027, voire en 2028 pour les dernières dispositions. Donc ça, c'est une difficulté qu'on rencontre aujourd'hui dans notre pratique. On est face à un règlement qui n'est pas totalement entré en application aujourd'hui, il faut quand même le savoir, qui peut encore évoluer, parce que la proposition de règlement Omnibus, elle propose des modifications de ce règlement, qui peut être soumis aussi à une loi de transposition au niveau français. Donc voilà, on a aujourd'hui un AI Act, mais il faut garder quand même à l'esprit que c'est une réglementation qui est mouvante, qui peut encore évoluer, et on sait qu'elle va évoluer. Juste, Oui. je vous interromps 2 minutes. Les systèmes d'IA dont vous parlez, c'est ce que d'autres appellent les agents. C'est pour tous les gens qui ne connaissent pas bien comme vous. Et je ne peux pas partager. Floréal, si vous êtes là, il faut me donner la main comme hôte, sinon je ne peux pas partager. Voilà. Je vous donne. Pas de problème. Oui, c'est vrai qu'en fait, je parle de système d'intelligence artificielle parce que c'est le mot qui est défini dans le règlement et ça englobe tous les logiciels d'intelligence artificielle. Il faut comprendre que l'intelligence artificielle, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. On parle vraiment d'outils qui, au-delà de juste être un logiciel, va vraiment être dans une phase d'apprentissage et va être dans une automatisation. Je vous ai pas mis la définition du système d'intelligence artificielle parce qu'elle est assez compliquée dans le règlement, mais on est vraiment face à des outils qui peuvent prendre des initiatives et qui vont au-delà de juste une exécution automatique. C'est comme ça qu'on comprend l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et on parle de système d'intelligence artificielle et pas d'intelligence artificielle dans le règlement. C'est intéressant de savoir pourquoi on ne parle pas d'intelligence artificielle, parce qu'on ne voulait pas la personnifier. Et il y a des gens qui ont tendance à personnifier l'intelligence artificielle. En parlant de système, on comprend bien qu'on est dans la phase plutôt, qu'on est face à quelque chose qui est du logiciel plutôt. Donc, on a vu l'entrée en application de ce règlement, son champ d'application, le fait que c'est un règlement qui a une approche hiérarchisée des risques qui sont attachés au système d'IA. Il y a des sanctions qui sont aussi assez élevées. Ça peut aller jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial en cas de violation les plus graves, notamment si on utilise des IA qui sont considérées comme interdites. C'est important de le dire. Et concernant les autorités qui vont être compétentes, qui est-ce qui va contrôler les utilisateurs de ces systèmes d'IA, les usages de ces systèmes d'IA. Alors ça encore, c'est une complexité de plus, puisque ça ne va pas être une autorité, mais plusieurs autorités qui vont être compétentes. L'ARCOM, la DGCCRF et la CNIL, en majorité, vont chacune, selon leur secteur, pouvoir contrôler l'usage de ces systèmes d'IA aujourd'hui, avec potentiellement des sanctions associées, comme c'est le cas aujourd'hui avec le RGPD et la CNIL. Donc ça, c'était la première partie sur la présentation de l'AI Act.
On va ensuite passer à l'IACT appliqué à la médiation, avec tout d'abord la médiation en processus soumis à des obligations légales et réglementaires. Donc, le socle de la médiation, c'est quand même la confidentialité. C'est une obligation légale, je pense que je ne vous apprends rien ici, qui est prévue par le code de procédure civile. Donc, sauf accord contraire entre les parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur ou de la médiation doit rester confidentiel. C'est une obligation qui doit rester en tête du médiateur, bien évidemment, quand il utilise ces outils. On va le voir ensuite. Il y a une autre réglementation qui est très importante et qui va imprégner aussi l'AIACT, c'est le RGPD. Donc, à partir du moment où un médiateur va traiter des données à caractère personnel, il est important qu'il garde en tête qu'il va devoir traiter ces données de manière licite et se conformer aux obligations de ce règlement européen sur la protection des données, qui est le RGPD. Donc, à côté de ça, il y a également l'IACT, donc le règlement sur l'intelligence artificielle, qui va s'appliquer au médiateur à partir du moment où ce médiateur utilise des outils d'IA, bien sûr. C'est seulement dans le cadre de l'utilisation des outils d'IA que l'IACT s'applique. Donc, concrètement, quand on est médiateur, je vais vous donner déjà les étapes de manière théorique, puis on en parlera un peu plus de manière pratique. Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à des outils d'IA et comment est-ce qu'on peut appliquer l'IACT? La première question à se poser, l'étape numéro 1, c'est l'état des lieux des différents outils d'intelligence artificielle qu'utilise le médiateur. Et ça, c'est une étape qui n'est pas forcément facile, puisqu'il faut déjà comprendre quels sont les outils qui intègrent de l'IA que le médiateur utilise au quotidien. Est-ce que ça va être un outil de traduction? Est-ce que ça va être un outil de synthèse? Est-ce que ça va être un outil de rédaction? Donc, la première étape va être vraiment de lister, de faire un état des lieux des différents outils d'IA qui sont utilisés par le médiateur. La seconde étape, ça va être d'appliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il va falloir identifier, qualifier quel est le risque que représente ce système d'IA que je vais utiliser. Est-ce que c'est un système d'IA qui va être considéré comme un haut risque par le règlement? Est-ce que c'est un système d'IA qui va être considéré comme un risque limité? Ou pire, est-ce que c'est un système d'IA qu'on va considérer qui doit être interdit par le règlement, dans le cadre de manipulation, de notation sociale, de vulnérabilité, etc. Donc ça, c'est la seconde question à se poser, c'est quel est le risque que j'ai en face de moi et est-ce que ce système d'IA va influencer les décisions et peut potentiellement porter atteinte aux droits et libertés des parties. Ça, c'est la seconde question et la seconde étape à se poser. Une fois qu'on a qualifié ce système d'IA en fonction du risque, la troisième question qu'il faut se poser, c'est quel est mon rôle, moi, en tant que médiateur, dans cette manipulation du système d'IA, puisque l'AI Act prévoit plusieurs rôles. On peut être soit fournisseur, donc fournisseur, c'est celui qui va créer cet outil d'IA. On peut être distributeur, c'est celui qui va le mettre sur le marché. On peut être importateur et on peut être ce qu'on appelle dans l'AI Act déployeur. Déployeur, c'est la personne qui va utiliser cet outil d'IA dans un cadre qui n'est pas personnel et non professionnel. Donc, à partir du moment où on va utiliser un outil d'IA dans un cadre professionnel, on va être considéré par l'IACT comme un déployeur. Et c'est important cette qualification de savoir si on est déployeur, fournisseur, importateur. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fonction de cette qualification, vous allez avoir des obligations qui vont vous être imposées. Vous n'allez pas avoir les mêmes obligations en tant que concepteur de cet outil, donc en tant que fournisseur, et en tant que déployeur, en tant qu'utilisateur. Donc, juste pour répéter de manière très synthétique, premièrement, quels sont les outils que j'ai? Deuxièmement, quels sont les risques associés à ces outils? Troisièmement, comment je me positionne vis-à-vis de ces outils? Et si vous avez réussi à répondre à ces trois questions, vous allez avoir dans l'AIACT des obligations assez claires qui vont découler en fonction de votre statut et en fonction de l'outil que vous allez utiliser. De manière assez, on va dire, synthétique, les obligations spécifiques du déployeur, quand vous êtes face à des SIA à haut risque, je parle de à haut risque, donc des SIA qui vont vraiment influer sur vos décisions et qui peuvent potentiellement porter atteinte aux droits des parties, c'est des obligations qui sont prévues à l'article 26 de ce règlement. Et il y a notamment, je vous en liste que quelques-unes, le fait tout d'abord de se conformer et de respecter les notices d'utilisation de ces produits.
C'est-à-dire, les déployeurs doivent prendre les mesures afin de garantir qu'ils utilisent ces systèmes conformément aux notices d'utilisation qui vont accompagner ces outils. C'est la première chose. La seconde chose qui est très importante quand vous êtes face à des SIA, donc des systèmes d'IA au risque, c'est de mettre en place un contrôle humain, c'est-à-dire de ne jamais laisser la machine ou l'outil seul décider, de toujours avoir à un moment un contrôle humain qui dispose des compétences et de la formation pour comprendre et potentiellement modifier ce qui ressort de l'outil d'IA. La troisième obligation, toujours à l'article 26 de l'AI Act, pour les déployeurs, donc pour les utilisateurs de ces solutions, c'est le fait d'injecter dans ces outils d'IA ce qu'on appelle des données d'entrée, donc c'est les données que vous allez soumettre à ces outils, de vérifier la qualité des données d'entrée que vous allez soumettre à ces outils. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que ce soit des données pertinentes, que ce soit des données exactes, évidemment pas des données illicites. Donc vous avez la responsabilité de vous poser la question de ce que vous allez proposer à cet outil. Il faut que ce soit des données qui soient pertinentes. Une autre obligation qui est importante, c'est l'obligation d'informer les personnes. À partir du moment où vous avez des outils de système d'IA à haut risque qui vont impacter les parties, vous êtes dans l'obligation d'informer ces personnes-là que vous utilisez ces outils et que ces personnes ont la possibilité ou non de s'y opposer. Donc voilà les différentes obligations qui sont prévues de manière assez théorique, mais qui sont quand même importantes dans l'AI Act à l'article 26. Je répète encore une fois, c'est pour les systèmes d'IA à haut risque, la plupart de ces obligations-là. Ensuite, donc on a fini la partie 2, donc juste pour reprendre le plan de manière très concrète, je vous ai présenté l'AI Act en partie 1. En partie 2, on a vu l'AI Act appliqué à la médiation, donc les différentes étapes ensemble, les obligations qui vont s'imposer au médiateur quand il va utiliser les systèmes d'IA. On va désormais voir un cas concret d'usage de l'IA dans la médiation avec les lignes directrices de l'IAB sur l'usage de l'IA générative en médiation. Donc ce sont des lignes directrices qui sont sorties le 19 juin 2025 et que je vous invite qui sont assez courtes, hein, qui font moins de 10 pages, je crois, que je vous invite à aller regarder et qui proposent un plan en 3 parties. Dans la première partie, ces lignes directrices listent concrètement les cas concrets d'usage de l'IA dans le cadre de la médiation. Et alors, eux, ils distinguent 3 usages différents pour les médiateurs. De quel document il s'agit, Alexandra ? Ça s'appelle les lignes directrices sur l'usage de l'IA générative en médiation. De l'IAB. Et c'est fait par qui ? L'International Association Bar. D'accord. Et ça a été publié le 19 juin 2025. Donc, vous pouvez les trouver très facilement sur leur site ou si vous le souhaitez, je peux aussi vous les transmettre. On peut les envoyer. Si vous l'avez facilement. Oui. Ça nous intéresse, Alexandra, que tu nous le transmettes. Oui, pas de problème. Je vous l'enverrai, il n'y a pas de souci. Et donc, dans ces lignes directrices, il y a toute une première partie, donc c'est assez bien fait, sur la liste des différents cas concrets et des différents usages que peut faire le médiateur avec ces outils. Et donc, il distingue 3 usages spécifiques. Les premiers usages pour ces outils, c'est ce qu'il appelle dans ces lignes directrices les usages généraux. Donc, c'est tous les outils que vous allez utiliser dans les tâches administratives, les synthèses d'informations, la recherche, la traduction. Ça, c'est ce qu'il appelle les usages généraux de ces outils d'IA. La seconde catégorie, ce sont les usages qui vont être spécifiques pour les médiateurs. Et donc là, il est fait mention des outils qui vont évaluer les dossiers, les outils qui vont permettre de personnaliser des procédures, qui vont permettre de comprendre, d'analyser des litiges, de préparer des séances, de générer des options de résolution et équilibrer entre les parties. Donc là, on est vraiment quand même dans des outils qui potentiellement peuvent devenir des systèmes d'IA au risque à partir du moment, je le répète encore, qui peuvent influer la décision du médiateur et qui ont un impact direct sur la décision. Ça, ce sont les deuxièmes usages. Donc, les usages généraux, les usages spécifiques pour les médiateurs et les usages par les parties et leurs représentants. Donc, certaines parties peuvent utiliser des outils pour l'analyse du risque contentieux, pour sélectionner le médiateur, pour préparer des séances, pour rédiger des accords de règlement, etc. Donc, il distingue ces 3 usages. Ensuite, dans ces lignes directrices, il y a une partie sur les garanties relatives à l'utilisation de ces outils d'IA. Et là, il y a plusieurs, il y a 4 garanties qui sont proposées par l'IAB. Encore une fois, ce sont des lignes directrices.
J'insiste sur ça parce que, surtout en droit du numérique, on a la loi d'à côté et on a énormément de ce qu'on appelle de soft law, de droit mou, on a énormément de lignes directrices, d'avis de la CNIL, de l'ANSSI, etc. Ça reste du droit mou, du soft law, donc ce ne sont pas des obligations légales. J'insiste sur ça, donc c'est plutôt, on va dire, une manière d'interpréter le règlement et une manière de vous donner une voie d'interprétation. Il ne faut pas prendre tout ce qui est écrit comme des obligations légales. Et donc, dans ces garanties, la première garantie que l'IAB propose, c'est l'autonomie des parties. C'est le fait que le médiateur doit conserver un contrôle total sur la prise de décision qui va être relative aux différends. C'est un peu ce qu'on disait à l'article 26 de l'AI Act, c'est vraiment le contrôle humain et le fait d'avoir conscience que ces IA peuvent comporter des erreurs, des biais et peuvent fournir des résultats faussés. Donc, l'utilisateur de l'IA, dans ce cas-là, doit toujours évaluer de manière critique les résultats produits et prendre des décisions indépendantes. Et l'IAB précise même que tout conseil juridique fourni par une IA doit normalement, en principe, faire l'objet d'un examen par un professionnel du droit. Donc ça, c'est la première recommandation et la première garantie que propose l'IAB, c'est l'autonomie des parties et garder un contrôle total sur la prise de décision. La seconde garantie que propose l'IAB, c'est évidemment la protection de la vie privée et de la confidentialité, puisqu'on sait que la confidentialité, c'est quelque chose qui est très important en matière de médiation. Et que donc l'utilisateur doit prendre des mesures raisonnables, c'est le mot qu'ils utilisent, pour s'assurer que les documents qu'ils vont partager via ces outils ne sont pas compromis. Si possible, il faut anonymiser au maximum les informations qui sont fournies dans ces outils. Donc vraiment garder en conscience que ces outils sont confectionnés par des tiers, qu'on n'a pas toujours totalement conscience de comment est-ce que les informations que vous allez proposer vont être partagées par la suite. Donc, gardez en tête votre obligation de confidentialité et le fait que vous avez aussi des obligations en matière de RGPD, donc de Règlement général sur la protection des données, sur les données personnelles que vous allez intégrer à ces outils-là. Donc, quand vous êtes en présence de parties, vous devez, là je ne parle pas de l'AIAC, mais du RGPD, vous devez toujours demander normalement le consentement ou du moins informer la partie que vous allez utiliser ces données personnelles et qu'elles vont être utilisées dans le cadre d'outils d'IA. Donc ça, c'était la seconde garantie que propose l'IAB, c'est la protection de la vie privée et la confidentialité. La troisième garantie, c'est de conserver une certaine neutralité et impartialité. Comment est-ce que concrètement ça se traduit, cette neutralité et cette impartialité? C'est le fait de rédiger des prompts. Le prompt, c'est le petit texte que vous allez fournir à l'outil d'IA, c'est la direction que vous allez donner à l'outil d'IA. Donc vous allez rédiger un texte et ce prompt-là doit être écrit de manière claire et neutre. Et alors, l'IAB propose même, si possible, de comparer différentes réponses avec différents outils pour être sûr d'être neutre et impartial et de ne pas être influencé que par un seul outil d'IA. La dernière garantie que propose l'IAB, c'est l'équilibre de la procédure. C'est le fait que le médiateur doit informer les parties de l'utilisation de l'IA, de leur droit de partager leurs préoccupations si elles estiment que l'utilisation de ces outils porte atteinte à l'intégrité de la médiation. Et que tout participant à la médiation peut demander des informations sur ces outils d'IA si il est envisagé d'en utiliser. Donc, juste pour résumer, les garanties que propose l'IAB, c'est donc l'autonomie des parties, le fait de garder un contrôle total sur la prise de décision, la protection de la vie privée et de la confidentialité, garder une certaine neutralité, une impartialité face à ces outils, et enfin l'équilibre des procédures. Enfin, l'IAB propose en troisième partie un exemple de clause déclarative en cas d'utilisation d'IA. Donc, j'ai l'intention d'utiliser tel outil, vous trouverez ci-dessous la liste des outils. Dans le cas de l'utilisation, je m'efforce de respecter l'ensemble des législations applicables, etc. Donc, il y a tout un petit texte qui n'est pas trop mal fait, mais que moi, je vous conseille quand même de reprendre un petit peu pour des questions de limitation de responsabilité qui ne sont pas traitées dans ce texte-là. Mais c'est quand même une première approche qui est intéressante et ça force d'une certaine manière, premièrement, à lister ces outils et à toujours avoir en tête qu'il faut informer les personnes. Donc, dans le cadre justement de cette documentation qui est importante, je répète encore une fois que une charte IA, c'est vraiment une très bonne idée parce que ça encadre l'utilisation de ces outils et ça permet à chaque médiateur d'avoir en tête que la protection de la vie privée, c'est importante, la confidentialité aussi. Donc, les chartes IA, dans ces cas-là, encore une fois, ça, c'est pas des obligations légales, mais c'est important dans la mise en application de ces règles et de l'AI Act.
Et nous, pour juste faire un parallèle, au cabinet, en tout cas, on a beaucoup d'entreprises privées aussi qui nous demandent ce genre de charte pour justement accompagner les utilisateurs de ces outils, puisqu'on se rend compte que l'AI Act en lui-même est plutôt assez, voilà, peut être un peu compliqué. Dernière partie, donc les réflexes à avoir, et donc un peu la synthèse de tout ce qu'on s'est dit ce matin. Donc les réflexes à avoir, il y a 3 types de réflexes à avoir. Il y a tout d'abord vis-à-vis des personnes physiques qui vont prendre part à la médiation. Donc toujours garder en tête que vous avez une obligation de transparence. Et cette obligation de transparence, j'insiste sur le fait qu'elle vaut pour tous les systèmes d'IA, pas que pour les systèmes d'IA à haut risque. À partir du moment où vous allez utiliser un outil qui intègre de l'intelligence artificielle, vous êtes dans l'obligation d'être transparent vis-à-vis des personnes qui vont être impactées par cet outil d'une manière directe ou indirecte, et vous devez donc les informer de l'utilisation de cet outil. C'est le premier réflexe à avoir. Le second réflexe à avoir, c'est quand on est en présence de parties, c'est d'obtenir leur consentement. Et d'autant plus s'il y a des données sensibles, s'il y a des données personnelles, d'obtenir le consentement de ces gens-là pour l'utilisation de ces outils. C'est la seconde chose qui est importante. Toujours aussi mettre en place des documentations spécifiques. Alors, on a parlé de la charte IA, mais il y a aussi les clauses comme l'IAB propose. Donc, mettre en place une documentation écrite, un peu standardisée pour vous permettre de présenter toujours aux parties quelque chose voilà, de standard et de clair sur l'utilisation de ces outils-là. Ça, c'est la première partie. Et puis, toujours, enfin, garder ça, c'est la première partie de mes recommandations. Et puis, toujours garder un contrôle humain sur ce que vous allez... sur ce qui va être généré par ces outils. Le second réflexe à avoir, c'est dans le choix que vous allez avoir de ces outils et ces services. Comment est-ce qu'on choisit un outil d'IA? Comment est-ce qu'on choisit un outil par rapport à un autre, etc. La première chose, quelque chose qui devrait être un réflexe, c'est de se demander est-ce que c'est un outil déjà qui est conforme aux réglementations? Alors là, il y a quelque chose qui est tout bête, c'est que vous allez regarder déjà dans les conditions générales de cet outil. Donc déjà, s'il n'y a pas de conditions générales, c'est mauvais signe. Il faut s'éloigner de ce genre d'outils d'IA. Mais il faut regarder dans les conditions générales si, par exemple, il respecte le RGPD. Donc, il y a des clauses spécifiques dans les conditions générales pour le RGPD. Ça vous donne des indices sur est-ce que c'est un outil qui respecte déjà la législation? Est-ce qu'il y a des clauses sur l'AI Act? Est-ce qu'il a des certifications? En France, on a des certifications comme ISO 27001, Secnum Cloud, des choses comme ça. Ce sont des certifications qui doivent, en tout cas, vous donner des indices pour permettre de vous assurer que cet outil est conforme ou pas à l'AI Act. C'est pas suffisant, mais c'est des indices quand même. Et quand il n'y a pas ces indices-là, il faut déjà se poser des questions. La seconde chose à regarder quand vous utilisez cet outil d'IA, c'est évidemment les conditions générales d'utilisation de ces outils-là. Et là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes, notamment, est-ce que les données que vous allez intégrer à ces outils, on appelle ça des données d'entrée, est-ce qu'elles peuvent être réutilisées par ces outils-là? En général, ces outils-là proposent de réutiliser ces données pour ce qu'on appelle de l'entraînement. Donc, ils vont utiliser les données que vous allez donner pour entraîner leur machine. Ça, c'est écrit normalement dans les conditions générales d'utilisation. Mais ça va plus loin. Il y a certains outils qui vous informent qu'à partir du moment où vous soumettez des informations et des données, l'éditeur de ces outils peut utiliser ces données, se les approprier et les commercialiser. Donc, il y a des choses comme ça qui existent, il faut le savoir. Et ça, vous allez le trouver dans les conditions générales d'utilisation. Donc, toujours lire les conditions générales d'utilisation de l'outil que vous allez utiliser. Sans compter, évidemment, aussi la localisation de l'éditeur du logiciel ou du service, qui est aussi un indice fort. Si vous avez un outil qui est chinois, il faut quand même se poser des questions. Si c'est un outil qui est américain aussi aujourd'hui, parce qu'il y a des risques d'ingérence, etc. Donc, un des conseils aussi qu'on donne, c'est de privilégier des solutions, si possible, européennes, voire françaises, quand c'est possible. On sait que c'est pas toujours possible, mais que c'est quand même mieux. Et enfin, le dernier réflexe à avoir, ça concerne le médiateur en tant que tel, c'est utiliser ces outils en pleine conscience. C'est-à-dire avoir conscience déjà que ces outils-là ne sont pas soumis au secret, à l'obligation de confidentialité que vous avez, Il n'y a aucune obligation légale de confidentialité qui est évidemment imposée à ces outils, ce qui veut dire que tout ce que vous partagez est susceptible d'être révélé, d'être partagé de nouveau, etc. Donc, toujours avoir conscience que toute information que vous allez partager avec ces outils, que ce soit un document, que ce soit des informations, des données personnelles, que ce soit des informations confidentielles, c'est un risque que ces données soient à leur tour partagées et en tout cas qu'elles ne soient plus soumises à la confidentialité. Il faut toujours garder ça en tête. Il faut aussi garder un esprit critique c'est ce que disait l'IAB, sur ce qui va être généré par ces outils-là.
et toujours vérifier les sources systématiquement quand il y a quelque chose qui est proposé par cet outil. Comme disait l'IAB, soit proposer, soit essayer de challenger plusieurs solutions pour avoir plusieurs résultats, ou au moins d'aller plus loin, de creuser et de ne pas vous contenter de la réponse qui est faite. Voilà pour les conseils. Écoutez, je pense que j'ai terminé cette présentation et j'espère que c'était intéressant et clair et je suis prête à répondre à vos questions. On a pas mal de questions.